C'est beaucoup d'analyse, de discussion, de réflexion, jusqu'à arriver à la décision finale. En Brésil, Ronaldinho, Ronaldo. Il y en a pas mal, mais si je dois en sortir un, Mbappé. Du bonhomme, là, c'est pas Zizou. Là, c'est pas Zizou. Là, c'est truc. Je vais faire le choix du cœur, je dirais Ronny, parce que voilà, il a laissé sur son passage un héritage extraordinaire. Lucas peut jouer ici, peut jouer là. C'est l'attaquant. Salut à toutes et à tous, bienvenue dans cette saison 2 de Jeux en Triangle. On est de retour avec beaucoup d'excitation après quelques mois d'absence. On a eu besoin un petit peu de souffler, de se consacrer à nos activités professionnelles et puis de réfléchir à quelques nouveautés dans ce podcast qui arriveront un petit peu au compte-gouttes au fur et à mesure des épisodes. Mais avant toute chose, c'est un grand plaisir de retrouver ceux sans qui rien ne serait possible. David Hernandez et Geoffrey Stein, champions des nations en titre. Bonjour messieurs, comment allez-vous? Ciao ragazzi. Quel bonheur d'avoir pu célébrer ce titre tous ensemble. Ouais, avec une petite escapade à Turin en demi-finale pour la petite histoire. Alors avant de se lancer, précision de taille, on va passer en bimensuel et non plus en hebdomadaire. Pour le reste, le principe est le même dans les grandes lignes. On prend 3 joueurs autour desquels on débat avant d'établir chacun à notre tour un classement en 3 catégories, titulaire, sur le banc, au placard. De votre côté, reprenez les bonnes habitudes, abonnez-vous, partagez, écoutez ce qu'on fait, ça nous aide beaucoup. Alors il y aura de nouveau des hors-séries dans cette saison 2 et c'est d'ailleurs comme ça qu'on va relancer ce podcast en parlant de Ligue 1. Comme on l'avait fait avec les listes des Bleus, on va se concentrer sur 3 équipes qui ont retardé ou contrarié les plans du Paris Saint-Germain version Qatari. On va tout simplement se pencher sur les 3 champions de France hors PSG depuis que ce dernier a été racheté par QSI. On se lance donc sur un débat autour du Montpellier de 2012, de l'AS Monaco de 2017 et bien sûr du LOSC de la saison dernière. Alors soyez bien concentrés, sinon vous serez comme Nasser au moment de ces titres, je comprends pas. C'est parti pour l'échauffement. Alors c'est pas forcément logique ce qu'on va faire puisque malgré nos jambes vieillissantes, on a décidé d'alléger un petit peu l'échauffement. Chacun va évoquer un souvenir désormais et non plus 3. Et on commence aujourd'hui avec Geoffrey qui va nous parler de Montpellier. Le Montpellier de 2011-2012, le Montpellier de René Girard, le Montpellier d'Olivier Giroud surtout. Et en fait ce Montpellier-là, voilà, en tant que supporter du PSG, j'étais au parc pour le PSG Montpellier qui se joue fin février, ça doit être la 27e ou la 28e journée. Et on sent bien déjà que c'est les deux équipes qui vont se disputer le titre jusqu'à la fin de la saison. Et en fait, ce soir-là, c'est un PSG un petit peu tâtonnant. Ancelotti est arrivé depuis l'hiver. Il a remplacé Camboire. T'as Mota, t'as Alex, t'as Maxwell qui ont intégré l'équipe pendant le mercato hivernal. Donc c'est un pari sur le papier un peu plus solide. Mais sur le terrain, il y a vraiment pas photo entre les deux équipes. Montpellier est bien plus cohérent, bien plus costaud. Il fait bien plus de jeux que Paris ce soir-là. Mais Paris arrive à arracher un 2-2 un petit peu miraculeux sur une action où Menez fait un petit numéro dans la surface et la glisse à Haro qui marque. Mais voilà, ce jour-là, je pense qu'à la fois Montpellier et à la fois tous les gens autour, tous les observateurs, les spectateurs au parc, les journalistes ont pris conscience de ce qui pouvait se passer dans cette saison-là. Et voilà, pour moi, c'est vraiment le point de bascule où Montpellier se dit il y a vraiment un truc à faire. Alors moi pour Monaco c'est plus un constat global, il y a du souvenir mais c'est plus un constat qu'un vrai souvenir, c'est que je n'ai jamais autant supporté en fait une équipe française autre que l'OL. Cette année-là, même en Ligue 1 j'avais une vraie sympathie pour eux, alors je triche un petit peu parce que ça s'applique beaucoup aussi à leur parcours en Ligue des Champions qui est phénoménal, on y reviendra. Mais je pense que par exemple l'OL de 2006 était apprécié par des gens qui aujourd'hui détestent l'OL. Moi aujourd'hui je déteste pas Monaco mais vraiment j'ai beaucoup apprécié ce Monaco-là et j'ai un petit souvenir qui est... que je crois que c'était en 8e de finale aller contre Dortmund, c'est les 8e ou les quarts? Les quarts. Donc Monaco va à Dortmund je crois à l'aller et je rejoignais un pote je crois pour regarder le match et donc un peu à la bourre je commence à regarder le match sur mon portable dans le bus, bref je descends du bus et Mbappé ouvre le score à ce moment là je crois et donc j'ai hurlé dans la rue, chose que je sais même pas si j'aurais fait ça pour l'OL à l'époque sur un vieux match de Ligue 1 et là je hurle dans la rue donc je me suis un petit peu ridiculisé. Mais voilà, j'aurais jamais fait ça pour un autre club que cet AS Monaco là, je pense.
Concernant Lille, on va encore nous traiter de pro-lyonnais parce que ça va quand même toucher à Lyon. C'est forcément Vous n'avez pas changé pendant les vacances, les mecs. Franchement, c'est fatigant. C'est forcément le match au Groupama Stadium. Du coup, c'est fin avril de 2021. Et c'est un match en fait qui montre aussi bien, pas la descente aux enfers parce que c'est un peu fort, mais le visage de l'OL dans ce sprint final. On disait Lyon c'est toujours un peu ils sont un peu habitués à ces sprints et du coup ils vont tenir la cadence, et en même temps de l'autre côté la force de caractère des Lillois qu'ils ont montré tout au long de l'année, parce qu'ils perdent 2-0 au bout de 30 minutes je crois, et ils reviennent à 2-1 juste avant la mi-temps avec un coup franc magnifique d'Yilmaz. Et derrière, en fait, ce but juste avant la pause, ça les rebooste. Et derrière, c'est un changement total de la physionomie du match, avec des Lillois qui étouffent l'OL. Et un Borak, dont on reparlera sûrement beaucoup plus tard, qui est au four et au moulin avec une passe D pour Jonathan David et un doublé pour offrir la victoire juste à la fin du match, quoi. Bon, on est chaud, pas besoin de faire 10 tours de terrain non plus pour s'échauffer, si on fait ça intelligemment. On a fractionné maintenant, directement. On passe au match. Ça fait un match, mon gars. Un match de chez match, on appelle ça. On commence donc par ordre chronologique avec le Montpellier 2011-2012. Alors, pour rappel, Montpellier termine premier avec 82 points. Le PSG termine deuxième avec 79 points et c'est Lille qui complète le podium cette saison-là avec 74 points. On parle du Montpellier de Mapou, d'Hilton derrière. Au milieu, c'était du Belhanda. Il y avait Giroud en pointe, évidemment. Cabella qui rentrait beaucoup dans la rotation. Camara, enfin bref. Cette équipe-là de Montpellier. Et la première chose, je trouve, à dire, c'est que c'était évidemment parmi les 3 équipes dont on parle aujourd'hui, le PSG le moins impressionnant en face, puisque tu as commencé à rappeler tout à l'heure les joueurs de ce PSG-là, mais c'est peut-être, si on compare ça avec Lille et Monaco, moins un énorme exploit si on compare ça avec le PSG. Par rapport au club de Montpellier, c'est un exploit, mais si on met ça en face du PSG, c'était pas complètement fou de voir ce PSG ne pas être sacré finalement. Ouais, c'est ça en fait. Je pense que c'est le champion dans l'absolu le plus surprenant du 21e siècle, parce que en fait, même si ça ne devait pas être Paris, t'aurais mis plein d'équipes en début de saison avant Montpellier. Faut pas oublier que 3 saisons avant, c'est en Ligue 2. Ça remonte avec Roland Courbis à l'époque. Et la saison précédente, c'est 14e en fait. Passer de 14e à champion de France, c'est un exploit monumental à l'échelle d'un club comme Montpellier. Et c'est vrai que ce PSG-là, c'est la première saison qatari. C'est un club qui est vraiment en tâtonnement à tous les niveaux, c'est-à-dire en termes de gouvernance. On le voit avec ce qui se passe avec Camboiré, qui est champion d'automne, leader à la trêve, et qui se fait limoger pour pouvoir mettre Carlo Ancelotti. Voilà, je ne vais pas comparer les deux entraîneurs, évidemment que le palmarès de Carlo et l'opportunité de pouvoir l'avoir à ce moment-là justifiait le fait de faire ce mouvement. Comme je disais tout à l'heure, il y a Mota, Alex, Maxwell qui arrivent qu'en cours de saison. La recrue phare de l'été, c'est Pastore, qui va avoir une place particulière dans le cœur des supporters parisiens, mais qui n'a pas la dimension des joueurs qui vont arriver plus tard dans l'ère qatari. Il n'y a pas encore vraiment de star en fait dans ce PSG-là. Et donc c'est sûr que c'est un PSG, c'est pas un hasard si ce PSG-là il finit à 79 points, quoi. C'est un PSG qui est vraiment en tâtonnement, qui est encore en construction, presque en phase de transition. En fait, c'est un PSG qui commence à mettre ses pions petit à petit, parce que tu parlais de Pastore, je crois qu'il y a aussi Matuidi qui rejoint le club. Matuidi, Sissoko. Voilà, du coup, c'est pas des noms ronflants comme il peut y avoir après avec Zlatan, etc. Le PSG recrute des joueurs qui ont déjà un pedigree quand même assez important, mais t'es pas non plus dans ce PSG 5 étoiles où t'empiles les stars pour pouvoir dominer la Ligue 1. Et après, pour revenir sur Montpellier, ils finissent 14e, mais ils font aussi une finale de Coupe de la Ligue, je crois que c'est, contre Marseille, qui perdent. Tu finis 14e, mais t'as quand même ce petit parcours en coupe qui pose les fondements aussi de ce qui va se passer derrière, parce qu'au final, sur l'intersaison, t'as vraiment que 4 gros changements dans l'équipe type. Je crois qu'ils perdent Spajic, et du coup qui est remplacé numériquement par Hilton, qui vient d'être champion avec Marseille. T'apportes de l'expérience avec le Brésilien. T'as aussi le fait que tu comptes sur certains retours. Cabella qui était prêté et du coup qui revient et qui, comme tu l'as dit Arthur dans l'échauffement, qui va avoir une place très importante dans
dans le schéma de Girard, même s'il sort souvent, souvent du banc, quoi. Ouais, puis tu parlais de cette finale, je crois que la saison de la remontée en Ligue 1, il termine 5ème en plus, je crois, Montpellier. 4ème ou 5ème, ouais. 5ème, ouais. Donc c'était déjà une très belle saison de retour dans l'élite. Moi, ce que j'aime dans cette saison de Montpellier, c'est la régularité aussi, parce qu'évidemment, pour être champion, il faut être régulier. Mais ils sont dans les 2 premières places du championnat presque toute la saison. Et je m'étais noté qu'ils descendent à la 4ème place une seule fois, c'est après la défaite du PSG lors de la 8ème journée. Et sinon, c'est top 2 presque toute la saison. Et ils s'emparent enfin de la première place à la 29e journée pour derrière ne plus la lâcher. Donc c'est une équipe qui est régulière, qui a pas de gros moments de creux. Et puis la régularité, elle se retrouve contre les autres. Par contre, contre le PSG, il y a une défaite au match aller, un match nul au retour. Donc c'est pas dans cette confrontation directe-là qu'ils ont gagné leur titre, quoi. Tu donnais les classements et les points. Montpellier finit avec 82 points. On a l'impression aujourd'hui maintenant que 82 points c'est ridicule pour un champion de France. Je crois que c'est la 2e perf depuis l'OL en 2006 qui finit avec 84 points. Ouais, voilà, 2006, c'est ça. Sont champions avec 84 exactement. points et du coup c'est là. C'est le 2e plus gros total à l'époque. Ils prennent 45 points sur la phase retour. Donc ils font une phase retour monstrueuse. Donc voilà, c'est pas du tout un titre au rabais, parce que même si on peut se dire oui, le PSG était moins fort et tout, c'est pas du tout un titre au rabais, c'est un titre qu'ils vont chercher en faisant vraiment une très très grosse saison, et c'est un titre qui a une valeur symbolique, moi je trouve exceptionnelle, peut-être encore plus avec le recul, la mort de Loulou Nicolin. Et aujourd'hui, ça a pris une place encore plus importante dans la tête des suiveurs du football français. Mais voilà, c'est le seul titre de l'histoire du club. On a tous en tête Paganelli avec Nicolin à Auxerre sur la dernière journée. Enfin, vraiment, c'est un titre qui a une valeur symbolique très forte, je pense, dans l'histoire de la Ligue 1. On peut faire un peu le parallèle avec ce qui s'est passé en Première Ligue avec Leicester. C'est le chemin pris par les 2 clubs est complètement différent, mais Leicester à l'échelle de la Première Ligue, c'est un peu Montpellier à l'échelle de la Ligue 1. C'est un champion sorti de nulle part dont t'attendais pas monts et merveilles, et qui au final vient battre en Angleterre les gros ogres que sont le Big Four ou le Big Five. Et là, Montpellier qui bat le PSG version Qatari, quoi. C'est vrai que tu parlais de cette image avec Nicolin. Je trouve que Montpellier, c'est une équipe qui a marqué effectivement les esprits, avec des moments forts aussi sur le terrain. Je repense à ce but d'Aït Fana là, dans le temps additionnel contre Lille avec la passe de Giroud. C'est un moment très fort qui a quand même bien marqué les esprits. Et puis il y a cette 38e journée où le titre n'est pas encore joué. Et à la mi-temps, ils sont menés 1-0. Tout le monde est mené, le PSG est mené, Montpellier est mené, et les 2 équipes renversent la situation. Mais du coup, évidemment, c'est Montpellier qui était devant, donc c'est Montpellier qui finit champion. Mais je trouve que c'est important quand on repense à des champions comme ça, de voir s'ils ont vraiment des moments forts, et c'est ceux-là qui marquent les esprits. Mais d'ailleurs, quand tu parles qu'à la 38e journée, il n'y avait rien qui est décidé, on parle de cette série que Montpellier finit avec 48 points, 45 points sur la phase de retour. 45 points sur la phase de retour. Et au final, tu te rends compte qu'il n'y avait pas d'écart non plus si important entre le PSG et Montpellier tout au long de la saison. Donc ça montre aussi la force de caractère et de mental qu'ont pu avoir ces Montpelliérains qui étaient pourtant pas habitués à jouer des matchs avec autant de pression, etc. Et pourtant, ils l'ont gardé cette pression jusqu'au bout pour finir juste devant le Paris, quoi. Ouais, et puis en plus, justement, sur ce dernier match, c'est un peu bordélique, parce qu'à Auxerre, les supporters montrent leur mécontentement après la saison catastrophique de la JA. Il y a envahissement de terrain, le match est un peu retardé et tout. Enfin, il y a toute une dramaturgie autour de cette dernière journée qui est folle. Et comme tu dis, il y a ce but d'Aït Fana à la J37, donc à l'avant-dernière journée, à la dernière seconde, sur une passe d'Olivier Giroud. Et en fait, Giroud, c'est symbolique qu'il fasse une passe D sur ce match-là, parce qu'en fait, c'est le meilleur buteur de la saison, et le mec qui va vraiment débloquer beaucoup de situations pour Montpellier cette année-là. J'ai noté, il a mis 21 buts. Il y en a 8 qui font passer Montpellier devant au score dans une victoire. Donc déjà, c'est monstrueux, ça fait beaucoup de points rapportés. Et il fait aussi 12 passes décisives. En fait, on voit vraiment le Giroud qu'on va voir après éclore au très haut niveau en Première Ligue et en équipe de France. Ce Giroud à la fois buteur et travailleur pour l'équipe, en fait, tu vois toutes ces facettes dans cette saison-là avec Montpellier. D'ailleurs, en parlant de Giroud, c'est ce qui est assez surprenant quand on regarde avec un petit peu de recul cet effectif, c'est que c'est le seul joueur qui a eu une carrière énorme derrière. Tu parlais de Leicester tout à l'heure. Leicester, il y a eu Riyad Mahrez, il y a eu Kanté, il y a eu Vardy qui continue à Leicester, mais qui aurait pu signer dans des plus gros clubs, je pense. Vous prenez tous les autres noms,
Jourdain, Boccali, Mapou, Hilton, Bedimo. Ouais, bon, Hilton, c'est carrière Belhanda, très honnête, presque mais le deuxième. ouais, Belhanda, mais derrière ça Mapou là, sur la carrière, c'est pas si mal. Après, il s'est Non, jamais mais c'est imposé, honnête, mais il y a hein. Newcastle, Mais, AS Rome, voilà, ouais, il y a oui, des noms, oui. quoi. Il y a des noms, il y a Oui. Lyon. Effectivement, mais Giroud c'est le seul qui a vraiment percé au très très haut niveau. Et ça donne vraiment cette impression de one shot de Montpellier sur cette saison-là. Les gars, ils ont tous été à leur apogée à ce moment-là, ou presque. Mais derrière, ça n'a pas vraiment suivi, quoi. C'est aussi ce qui a fait la force de Montpellier cette année-là, c'est que c'était avant tout un collectif, avant d'être le sacre d'une individualité, même si Giroud a bien sûr été mis en avant par rapport aux autres, mais c'est avant tout le collectif mis en place par René Girard qui a fait la différence. Il y avait eu 16 buts inscrits par les remplaçants durant toute la saison, et dont 7 passes décisives. Donc ça montre bien que c'était pas seulement 11 joueurs, mais que c'était un groupe, on va dire, de 15-16 qui ont fait la différence et qui ont aussi apporté leur pierre à l'édifice quand le match était un peu verrouillé. Parce qu'on va pas se mentir, Montpellier, c'était pas l'équipe qui allait marquer 150 buts dans la saison, comme a pu le faire Monaco ou le PSG après. C'est la troisième attaque malgré tout, mais ils ont fait 11 victoires avec 1-0. Ouais, j'ai noté sur la phase de retour, ils encaissent 11 buts, donc ça montre aussi la force défensive qu'ils vont créer au fil de la saison aussi, parce que ça bougeait jamais en fait. T'as toujours ce Boccali, Bedimo sur les côtés, cet axe Yangambi, Wilton, il y avait cette continuité. Et quand on parlait du fait que les joueurs n'ont pas forcément explosé derrière, c'est un peu le cas aussi de René Girard. Finalement, ces expériences qu'il y a eu ensuite, on l'a vu à Lille, on l'a vu au Paris FC, bah finalement il n'a jamais réussi à confirmer presque ce qu'il avait réussi avec Montpellier. Voilà, il y a une espèce d'impression d'être dans une bulle sur cette saison-là, où il s'est passé quelque chose de très très fort à Montpellier. Alors Monaco, on passe à un tout autre total de points là. On va dans des autres sphères. 95 points. Donc il y a un petit gouffre qui le sépare du PSG qui termine avec 87 points. Et c'est Nice qui vient terminer sur le podium aussi avec 78 points. Leonardo Jardim était en place à ce moment-là depuis 3 ans. Donc là, j'ai quand même envie de redire l'équipe type parce qu'elle est assez, avec le recul, quand on voit la trajectoire de certains joueurs, elle est assez impressionnante. Subasic dans les cages, Sidibé, Jemerson, Glick, Mendy, Bernardo Silva, Fabinho, Bakayoko, Lemar, Falcao, Mbappé. Donc je pense que quand on a dit la compo, on a déjà dit beaucoup de choses de cet AS Monaco 2016-2017. On est vraiment dans l'apogée de ce qu'est Monaco en fait depuis qu'il a été racheté par Dmitry Rybolovlev. T'arrives à avoir tout qui se synchronise à l'instant T avec ta politique de prendre des joueurs à la fois confirmés et énormément de pépites que tu vas essayer de faire éclore. Et là en plus, t'as un joueur que tu vas faire sortir de ton centre de formation qui est Mbappé. Il y a vraiment tout qui se met en place. Et en effet, comme tu le dis, là aujourd'hui, t'as des joueurs, t'en as 4 dans ces joueurs qui sont devenus champions du monde. Fabinho qui est titulaire à Liverpool, Bernardo Silva qui est titulaire à Manchester City. Enfin voilà, aujourd'hui, ils sont quasiment, là il y a la moitié de l'effectif qui est dans des très grands clubs européens et qui joue les plus grosses compétitions. Et à l'époque, t'as 8 des 14 joueurs qui ont le plus de temps de jeu. J'ai mis un curseur à 2500 minutes, toutes compétitions confondues, qui ont moins de 23 ans. 23 ans ou moins. Ouais. Ah bah c'est sûr que comparé à Montpellier, là, on n'est pas sur du one-shot, quoi. On est sur du one-shot, entre guillemets sur du one-shot, parce que vu la saison qu'ils ont fait, et vu la politique monégasque, c'était voué à exploser et à ce que chacun prenne son envol et parte. Mais ouais, c'est vrai qu'on est sur de la pépite, et en même temps, un peu aussi sur de la renaissance, parce que Falcao, il fait une saison extraordinaire, mais il ne faut pas oublier qu'il reste sur des prêts à Chelsea et à Manchester United, où le mec il est au fond du trou, quoi. Donc sa renaissance elle est un peu inespérée, et aussi elle permet à Jardim de pouvoir compter sur un joueur d'expérience qui va aussi amener de la sérénité et son professionnalisme pour des jeunes comme Mbappé, comme Lemar ou Bernardo Silva, parce qu'ils explosent, mais quand ils commencent la saison, c'est pas non plus, on n'en attend pas monts et merveilles en se disant c'est une équipe qui va tenir tête au PSG, même si la saison d'avant ils finissent 3e
avec une magnifique finale de fin de championnat contre l'Olympique Lyonnais et une défaite 6-1 au Groupama Stadium qui les pousse au tour préliminaire. Mais d'ailleurs, le tour préliminaire qu'ils vont jouer en Ligue des Champions, ça va aussi poser les fondements de ce groupe avec une prépa qui est reprise bien plus tôt que les autres et qui va permettre de souder cette équipe et de leur permettre de croire que quelque chose de grand est possible. C'est important de prendre du recul parce qu'aujourd'hui l'équipe est impressionnante, mais comme tu le dis, on n'attendait pas beaucoup. Et quand tu regardes juste le duo d'attaque, en fait, aujourd'hui Falcao et Mbappé, on se dit ouais, la folie. Mais effectivement, comme tu disais, Falcao revient d'un prêt très moyen et Mbappé, personne ne le connaît à ce moment-là. Et Mbappé, même cette saison-là, il s'installe en février en fait. Ouais, oui, c'est vrai. Avant, c'est Valère Germain qui est souvent titulaire. Bon, on parlait de l'effectif de Monaco, important de le remettre aussi en parallèle avec celui du PSG de cette année-là, parce que là, pareil, on est passé quand même à autre chose. Di Maria, Pastore était déjà là avec Montpellier, mais Lucas, Verratti, Marquinhos, Thiago Silva, on est sur un effectif beaucoup plus qualitatif que celui qui a affronté Montpellier. T'es quand même pareil dans une phase de transition en fait, parce que t'as eu le départ de Blanc, t'as eu le départ d'Ibrahimovic. C'est un PSG qui se reconstruit avec Unai Emery et avec Edinson Cavani qui fait une saison d'ailleurs monstrueuse, mais qui devient le fer de lance d'une équipe. Et je sais pas si Edinson Cavani est fait pour porter une équipe très très haut. T'as plus vraiment ce totem qui était Ibrahimovic et qui te permettait en fait chaque week-end en Ligue 1 d'avoir une espèce de valeur sûre, de valeur refuge sur laquelle tu pouvais t'appuyer. Malgré ça, Paris, même si comme tu le dis, il y a un gouffre, il y a 8 points d'écart avec Monaco, c'est le plus gros total pour un vice-champion dans l'histoire de la Ligue 1. Donc voilà, c'est pas une saison complètement ratée du PSG, mais il va se passer plein de petits trucs. Voilà, c'est l'année de la remontada, c'est l'intégration complètement ratée de Ben Arfa. Voilà, il y a des petits événements qui font que la saison de Paris, elle va au fil des mois un petit peu dérailler et ça se finit un petit peu en autre boudin. Des événements et les confrontations directes, parce qu'on en parlait aussi pour Montpellier. Défaite 3-1 à l'aller contre Monaco, 1 partout au retour. Ça fait 5 points, il termine à 8, donc ça se joue aussi beaucoup là-dessus, quoi. Ouais, avec un match retour où ils égalisent à la dernière minute sur un but de Bernardo Silva. Donc, mais c'est complètement mérité, parce que Monaco fait un bien meilleur match que le PSG ce soir-là. Après, il y a juste dans les confrontations directes, il y a la finale de la Coupe de la Ligue, où pour le coup, Paris met une rouste à Monaco. Avec un Thiago Silva qui est monstrueux sur Mbappé ce soir-là. Oui. Et je crois que ça finit à 4-1 au Groupama Stadium. Ça montre bien que les deux se tirent la bourre jusqu'au bout. Et malgré, comme tu parlais Arthur, du parcours en Ligue des Champions, ils auraient pu puiser de l'énergie dedans, être fatigués, etc. Ils arrivent à tenir la cadence. Et je crois que sur la phase retour, mis à part le nul contre Paris et contre Bastia, je crois, ils font que des victoires sur cette phase retour aussi. C'est ce qui aussi leur permet de tenir tête à ce PSG qui finit vice-champion avec un total de points extraordinaire quand même. Tu parlais de la Ligue des Champions, c'est vrai que c'est aussi le gros argument qui fait qu'on se souvient énormément de ce Monaco-là. Et d'ailleurs, mon souvenir en est une preuve. Moi, j'ai tout de suite pensé à la Ligue des Champions sur ce Monaco-là plutôt que à la Ligue 1. Ils tapent des équipes énormes. Mbappé, c'est extraordinaire. Falcao, extraordinaire. On voit des matchs de très très haut niveau, loin de l'étiquette qu'on a pu coller un peu plus tard à Jardim peut-être, de bétonneur et tout. On voit un Monaco qui est ultra séduisant cette saison-là, et pour le coup ça s'applique aussi en Ligue 1, quoi. C'est un Monaco assez basique finalement, c'est 4-4-2, voilà, mais équipe de transition incroyable. Il faut dire que tu as les joueurs pour jouer ce jeu-là. En effet, on a eu cette image après de Jardim. En plus, je pense qu'il y a eu un petit peu un délit de sale gueule autour de Jardim, le fait qu'ils sont un peu tout le temps survêt, avec son accent portugais, enfin... on s'en moquait beaucoup à l'époque dans J+1. Il a gagné son respect avec cette saison-là parce qu'elle est exceptionnelle et c'est vraiment sa réussite. Voilà, faut pas l'oublier, même si, comme on dit, il a eu des joueurs qui maintenant ont passé un vrai cap et qui sont pour la plupart dans des grands clubs. Enfin, s'ils ont réussi à passer ce cap-là, Jardim y est vraiment pour quelque chose, ça j'en suis convaincu, parce que il a vraiment cette âme de bâtisseur et de formateur, de post-formateur, je dirais, pour amener ces joueurs à donner la pleine mesure de leur talent. Ouais, au final, l'image qui reste de Jardim, elle est un peu tronquée parce que peut-être qu'il a fait les saisons de trop avec Monaco un retour de trop, ouais. Et le retour de trop aussi, ouais. Et du coup, l'image qu'on peut avoir de lui est un peu tronquée, alors que oui, cette saison-là, quand tu regardes l'équipe, au final, c'est presque un 4-2-4, quoi, parce que sur les côtés, t'as même 4-2-4,
je suis encore gentil parce que tu as 2 latéraux qui sont Sidibé et Mendy qui passent presque plus de temps dans le camp adverse. Et c'était une équipe qui était offensive. Tu finis avec plus de 100 buts marqués. 107 buts. 107 buts, ouais. Je crois, tu as 6 joueurs qui sont au-dessus de 8 buts. Donc c'est une force collective, mais qui est portée vers le jeu offensif. Et non pas on bétonne derrière et puis on profite de la vitesse de Mbappé devant pour contrer, quoi. C'est vrai que ça glissait parfaitement. Tu avais presque l'impression d'être dans un jeu vidéo avec tes milieux offensifs qui rentrent un peu intérieur, Bernardo et Lemar qui jouaient très à l'intérieur, 2 latéraux qui prennent énormément les couloirs, un petit 9,5 qui tourne autour de la pointe. C'est parfaitement huilé, c'était clair comme de l'eau de roche, quoi, le plan de l'ASM cette saison-là. Et puis c'est la réussite aussi de Luis Campos. On en reparlera après de Luis Campos, le chat noir du PSG. Mais voilà, en gros, c'est un travail qui est entamé dès le rachat par Dmitry Rybolovlev et qui va prendre une autre dimension à partir de 2014, qu'au début, ça recrute vraiment beaucoup de stars. Justement, Falcao est l'une des figures de proue du projet dès que ça remonte en Ligue 1. Et après, tu vas plus te concentrer sur justement ces jeunes à fort potentiel que tu vas les recruter, notamment beaucoup au Portugal. C'est l'apogée de ce qu'a construit Luis Campos sur les 3-4 premières saisons de Monaco. Enfin, pas première, mais du retour de Monaco en Ligue 1 à ce moment-là. Du coup, la transition est toute faite pour enchaîner sur le LOSC de la saison dernière. La passe décisive. Exactement. Et je termine, pied gauche. Le LOSC de Christophe Galtier, qui était donc au club depuis 3 saisons avant cette saison du titre. Lille donc termine champion avec 83 points dans une lutte à 4 avec le PSG 2e 82 points, Monaco 3e 78 points et l'Olympique Lyonnais qui s'écroule et qui termine 4e avec 76 points, mais qui permettra peut-être de gagner les Ligue Europa cette saison, on en parlera plus tard. Donc, le plus marquant dans ce titre-là du LOSC, c'est que c'est une lutte à 4, non pas une lutte à 2. La saison est complètement dingue. Et du coup, le LOSC, on en parle à la fin au final. Parce que pendant longtemps, c'est pas est-ce que le LOSC va arriver à être champion de France, c'est qui va être champion de France. Est-ce que Monaco va l'être? Est-ce que Lyon va revenir sur le devant de la scène ou pas? Et donc, c'est vraiment à la toute fin qu'on se dit ok, c'est vraiment entre Lille et le PSG que ça joue. Et c'est là que ça diffère énormément de Monaco et de Montpellier. J'en parlais dans mon échauffement, le match contre l'OL. Rien que dans ce match, tu vois à quel point la course était serrée, parce que quand Lille perd 2-0, ils sont 4e, et à la fin, quand ils gagnent, ils repassent premier. Donc en 90 minutes, tu peux passer de premier à 4e. C'était vraiment une course à 4, qui s'est finie une course à 2 vraiment à la fin. Quand on veut mettre en perspective avec le PSG, c'est aussi, on va dire, le PSG le plus impressionnant sur le papier, mais aussi celui qui a le plus flanché par rapport à 2012 et 2017 avec 8 défaites. Donc il y a aussi ça à mettre en exergue et de montrer que Lille est champion, mais aussi peut-être que le PSG n'était pas au niveau qui aurait dû être le sien, quoi. Parole à la défense. Je suis complètement d'accord sur ça. Je vais juste mettre des circonstances atténuantes à ce PSG. T'as le Final 8 qui se finit fin août et qui donc tronque vraiment la préparation de Paris. Derrière, tu as repris du championnat début septembre. Tu as la moitié de l'effectif qui est sous Covid après la fiesta à Ibiza. Donc en fait, tu démarres la saison par 2 défaites. Tu perds à Lens et tu perds contre Marseille mi-septembre. Et après, au final, avec cette préparation perturbée, tu vas changer de coach. Ça après, c'est tes choix. Hein. Tu vas changer de coach à l'hiver et aller encore dans le dernier carré de Ligue des Champions la saison suivante, enfin au cours de la saison. Donc du coup, ça fait quand même beaucoup d'éléments qui font que tu as lâché des plumes, tu as lâché des points. Et au final, tu finis à un point du LOSC. C'est sûr que c'est un échec parce que avec cet effectif-là, tu n'as pas le droit de ne pas être champion. Il y a quand même des circonstances atténuantes qui permettent de tempérer un peu le jugement sur ce PSG-là. Mais c'est vrai que juste pour terminer sur le PSG, malgré toutes ces circonstances, c'est vrai que ça paraissait complètement impensable parce que justement en 2017, après le titre gagné par Monaco, les mecs s'énervent sur le marché des transferts. Mbappé, Neymar, tu te dis ça n'arrivera plus jamais, c'est bon, c'est plus le même sport. Et en fait, mais finalement c'est rassurant pour notre beau sport qu'est le football. Pour revenir un petit peu à Lille,
C'est un peu comme Monaco qui finit, je crois, 3e la saison avant son titre. Lille est sur une certaine régularité aussi. Galtier arrive, les sauve en cours de saison. 2017-2018. Voilà, exactement. Et ensuite, ça fait 2e en 2018-2019, puis 4e en 2019-2020 quand la saison est interrompue. Donc on a un Galtier qui est clairement sur la continuité et qui est l'homme fort en fait de ce LOSC-là. Parmi les trois, c'est le champion dont on retiendra le plus le coach, qui avait la main vraiment sur cette équipe. Et tu vois à quel point il est à l'aise de ce genre de projet globaux. Il l'avait montré à Saint-Etienne, il est encore en train de le montrer à Nice. Christophe Galtier, grand monsieur de ce LOSC. C'est clair que c'est un entraîneur que tu es presque obligé de mettre vraiment au centre de ton projet, soit de reconstruction, soit de construction. Mais à la différence de certains clubs où tu prends les joueurs et ensuite tu mets un coach, là tu prends le coach qui permet à des jeunes d'exploser et de prendre conscience de leur talent. Et c'est ce qu'il a fait à Lille avec des Osimhen, avec l'année dernière Jonathan David, ou même les 2 ans avant avec des Raphaël Leao, et qui ont permis aussi à Luis Campos, comme tu disais, de mettre en place cette politique de, j'aime pas le mot, mais de trading. Moi, je pense que j'ai rarement été aussi content pour un entraîneur qui soit récompensé de tout ce qu'il faisait en Ligue 1 depuis des années. Franchement, ça coulait de source, le fait que Galtier méritait d'avoir un grand titre même s'il avait eu la Coupe de la Ligue aussi avec Saint-Étienne, mais voilà, quelque chose de très fort pour marquer tout ce qu'il a fait depuis une décennie en Ligue 1. Je trouve qu'il y a aussi beaucoup de points communs avec Monaco. On le disait tout à l'heure, on parle de Luis Campos, on parle de Galtier, il y a aussi finalement le profil d'équipe, ce 4-4-2 à plat qui joue beaucoup sur la transition avec une défense assez solide. Avec une autre similitude sur le côté un petit peu, sur certains aspects un petit peu improbables, type le recrutement. Donc c'est un effectif assez bouleversé pendant le mercato. Et donc tu fais ta saison, tu es champion avec Burak Yilmaz quand même, qui est ton homme fort. On parlait de Falcao qui revenait de près, ça reste Falcao, Mbappé, trucs, mais Yilmaz, personne n'avait vu venir celle-là. Je me rappelle très bien me foutre de la gueule de mes potes qui prenaient Yilmaz sur MPG, quoi. En plus on en a déjà parlé dans un des podcasts. Oui. Le mec, c'est sa première saison hors de la Turquie. Il a 33 ans. Tu sais pas, c'est vraiment un pari. En soi, il est venu pour compenser le départ de Loïc Rémy qui jouait un peu les grands frères avec son expérience. Et il va se retrouver au final à être l'homme fort de ce projet lillois de la saison dernière, quoi. Et t'as David qui remplace Osimhen et qui met du temps à se mettre dans le bain, etc. David, au début, sur les premiers mois, tu te dis ok, c'est un flop en fait. Puis bon, après Lille, c'est une équipe qui a brillé par sa solidité aussi. La charnière Fonte-Botman, c'était quand même très très intéressant. Renildo qui fait une belle saison. Benjamin André, un peu l'âme de cette équipe. J'ai pas un énorme amour pour Benjamin André. Je vais pas vous mentir, mais on peut pas nier le fait que c'est un excellent joueur de football et surtout un excellent leader. Voilà. Et puis Mike Maignan, quand on parle de la solidité défensive de Lille, la saison de Mike Maignan est incroyable, vraiment incroyable. Là d'ailleurs il est dans la continuité avec le Milan, mais vraiment c'est l'éclosion pour le coup d'un gardien pareil qu'on critiquait pas mal à son arrivée à Lille. Quand il est arrivé sous Bielsa, jeu au pied de grande qualité, mais aussi capacité à intervenir dans les airs. On a déjà parlé de Mike Maignan et c'est vraiment un gardien qui a pris une dimension exceptionnelle sur cette saison 2020-2021 et qui a permis à Lille de se sortir de beaucoup de situations parce que même si la défense était solide, ça concédait des occasions, ce Lille-là, parce que c'était aussi assez ambitieux, ça bétonnait pas derrière. Et Maignan a sorti beaucoup d'arrêts très décisifs dans des moments importants. Le bilan de Lille contre les prétendants au titre, c'est assez incroyable. Contre Lyon, 1 victoire, 1 nul. PSG, 1 victoire, 1 nul. Monaco, 1 victoire, 1 nul. Donc je veux dire, quand tu es dans une lutte à 4 comme ça, aussi serrée, évidemment, c'est là que le titre se gagne. Et notamment cette fameuse rencontre qu'on a déjà évoquée plusieurs fois au Groupama Stadium. Ouais, après, tu dis que c'est pas une équipe qui bétonnait, mais en final, pour moi, c'est vraiment cette solidité défensive plus que Burak Yilmaz ou Jonathan David, qui a permis à Lille de remporter ce titre. Parce qu'au final, sur la saison, il marque que 64 buts. C'est un des plus petits totaux pour un champion depuis 10-15 ans.
Mais au final, à côté, ils en prennent que 23. Pour moi, c'est vraiment ça, c'est vraiment ce socle défensif qui a permis à Lille de gagner et aussi de s'offrir des victoires qui, comme on parlait de l'OL, où il y a un renversement de situation incroyable et que tu gagnes que d'un but d'écart. Et sur toute la saison, 50% de leurs victoires, c'est avec un seul but d'écart. Ça montre aussi que ça concède des occasions et ça prend pas beaucoup de buts. Et derrière, quand il faut mettre le couteau dans le dos, bah, t'as un mec comme Yilmaz qui va venir et qui va te planter ce tout petit but qui va faire toute la différence à la fin, quoi. Ouais, et puis ça se voit aussi, ils ont perdu que 3 matchs dans la saison. Ça, c'est vraiment une statistique que je trouve énorme. Une défaite sur la phase retour. Et aussi peut-être un petit peu aidé, ils avaient la Ligue Europa, finalement, en début de saison, on l'a presque oublié. Et ils sortent contre l'Ajax en 16e de finale. Oui. Ils sortent assez vite aussi en Coupe de France, ils perdent 3-0 au Parc contre Paris. Et finalement, bah voilà, c'est peut-être un mal pour un bien d'avoir évacué ces compétitions assez vite pour pouvoir tenir dans le sprint final, parce que bah, voilà, sur les 8 derniers matchs, quand ils ont plus ces compétitions à gérer, ils font 6 victoires et 2 nuls. Ce que je trouve aussi intéressant dans la gestion de l'effectif, c'est le duo Bamba-Ikoné, qui est un duo qui avait beaucoup plus de stats les saisons d'avant, et qui là, Galtier a réussi à vraiment les transformer en soldats. Je veux dire, Bamba qui défend dans le couloir, je pense que tous les entraîneurs en rêvent d'un milieu offensif qui défend autant. Ikoné, je pense qu'il a aussi, c'était pas sa qualité première, les replis, et je l'ai trouvé beaucoup plus investi. Donc ça, c'est une des forces de l'effectif lillois, mais aussi de Christophe Galtier qui a vraiment emmené tout le monde avec lui, quoi. C'est aussi un effectif qui n'a pas connu de grosses blessures tout au long de l'année. T'as Yilmaz je crois qu'il a loupé 5-6 journées au début mars, début avril. Mais au final, tu perds ton homme fort et après derrière t'as des joueurs qui se révèlent comme Yazice qui avait ce rôle de remplaçant de luxe. T'as Renato, bah, c'est peut-être celui qui a été qui a eu le plus de pépins physiques et qui n'a pas vraiment pu enchaîner. Mais dès qu'il jouait et qu'il pouvait enchaîner, tu voyais très bien tout le bien qu'on disait de lui pendant l'Euro 2016. Donc c'était vraiment un groupe plus qu'une individualité, même si Yilmaz va rester comme, ou Maignan vont rester comme les grands patrons de cette équipe. Mais c'était vraiment un groupe avec plein de petits soldats au service du collectif, quoi. On va pouvoir passer au moment fatidique, au temps additionnel. 3 minutes de bonheur en plus. Qui se lance, David, si tu veux nous donner ton classement? En fait, là, moi, c'est vraiment par rapport au côté affect. Et pour moi, le sacre de Montpellier, ça restera, comme on a dit, c'est presque une bulle intemporelle dans le championnat de France. Ça reste un truc peut-être qu'on ne reverra pas avant 20 ou 30 ans. Rien que pour la ferveur montpelliéraine, parce qu'on n'en a pas parlé, mais la Mosson a vraiment joué son rôle de 12e homme durant cette année-là. Pour Loulou Nicolin, c'est pour ce club familial qui a enfin récolté le fruit de toutes ces années de labeur, de Ligue 2. Et puis, en fait, c'est une entreprise familiale qui réussit. Et pour moi, je le mets ça au-dessus. En deuxième, je mettrais le Monaco de 2017. C'est une équipe, quand tu regardes, tu dis, mais on avait ça dans le championnat de France. Donc oui, c'était pas encore les mêmes joueurs, ils n'avaient pas encore la même expérience. Mais qu'est-ce qu'elle m'a fait rêver. Et du coup, après, en dernier, je mettrais Lille. Parce que c'est peut-être celui qui m'a le moins fait vibrer. C'était plus clinique. Moi, j'ai quand même cette sensation pas d'équipe défensive, mais d'équipe qui s'est vraiment appuyée sur ce socle Maignan, Fonté, Botman, avec les deux milieux centraux que sont André et Soumaré. Et du coup, c'est pour ça que je les mets plus, que je mets ce titre derrière les deux autres, quoi. Alors moi, je pense que je me suis cramé un peu dès l'échauffement, hein, mais l'AS Monaco, c'est mon numéro 1, je dirais presque incontestable, parce que justement, même si effectivement le côté Ligue des Champions peut biaiser un peu l'image qu'on a d'eux, moi, c'est justement ce qui me fait les mettre à cette position-là. C'est que non seulement tu fais plus que concurrencer le PSG puisque tu les devances en Ligue 1, tu vas faire un parcours extraordinaire en Ligue des Champions plus la finale de la Coupe de la Ligue. C'est-à-dire qu'avec un effectif qui, encore une fois, avec du recul est impressionnant, mais à la base n'est pas forcément taillé pour faire tout ça, tu fais des choses extraordinaires. Et donc Monaco,
Clairement, c'est mon champion préféré parmi ces trois-là. Ensuite, moi, je mets Lille en deuxième position. Lille m'a peut-être moins fait vibrer que Montpellier, mais je valorise énormément toutes ces confrontations directes où c'était du solide tout le temps, jusqu'à un point où tu disais, mais en fait, on ne peut pas battre Lille en confrontation directe. Ils sont taillés pour ces moments-là, ils sont imprenables. Galtier avait la science, je pense qu'il y avait un énorme travail de vidéos, de tout ce que vous voulez, peut-être plus que certains autres coachs. Et puis tu as les effectifs de ces concurrents-là qui sont assez impressionnants. L'OL, il y a un joli effectif, Monaco aussi, le PSG, on n'en parle même pas, c'est le plus gros PSG de ceux qu'on a évoqués aujourd'hui. Donc assez impressionné par ce Lille-là, même si effectivement c'est pas le plus séduisant sur le terrain. Et puis Montpellier ensuite, ça me fait un peu mal parce que j'étais un peu comme toi David, sur le côté un peu familial que j'aimais beaucoup. Et puis j'avais aimé le fait que tout le monde nous promette une domination tout de suite du PSG quand le Qatar est arrivé. On va pas se mentir, on était tous jaloux. Et donc, moi, j'étais clairement pour Montpellier cette saison-là, quand il y avait des PSG Montpellier. Et donc, j'avais pas mal vibré. Donc, j'ai beaucoup aimé. Mais voilà, le PSG n'était pas ce qu'il est aujourd'hui. Il y avait un peu moins de concurrence. Donc, je qualifie ça un petit peu moins d'exploit que les deux autres. Pour moi, ça sera aussi Monaco en premier, parce que les émotions qu'on a ressenties en voyant ce Monaco-là, voilà, c'est clairement au-dessus. Quand je parle d'émotions, je parle d'émotions pures de voir les résultats, par exemple, européens, et d'émotions footballistiques, d'émotions de jeu. Il y a eu des moments complètement exceptionnels. De voir l'éclosion d'un talent comme Mbappé, tu disais tout à l'heure que Montpellier, c'est une fois tous les 20 ou tous les 30 ans. Voir l'éclosion d'un talent comme Mbappé en France, en Ligue 1, dans son club formateur, c'est certainement une fois tous les 20 ou 30 ans aussi. Il s'est passé quelque chose avec cette équipe de Monaco qui est rentrée dans le cœur de tous les Français. Enfin voilà, trop impressionnant, trop beau. Voilà, il aurait juste fallu être dans un autre stade que Louis II et ça serait encore plus fort. Après Montpellier en 2 parce que, comme je le disais tout à l'heure, c'est vraiment... sentimentalement, je trouve vraiment un titre très particulier pour n'importe qui en fait, je pense, pour n'importe qui a un peu d'attachement à notre bonne vieille Ligue 1. Et voilà, c'est Montpellier là, il y avait un vent de fraîcheur, il y a Louis Nicolin qui a son titre. Voilà, il y a beaucoup de choses qu'il y avait dans ce Montpellier, une forme de candeur, une forme d'insouciance. Voilà, comme tu disais, la moisson, la paillade et tout. Enfin voilà, il y avait une espèce d'ambiance, un truc vraiment positif qui se dégageait de cette équipe. Et en troisième, Lille, en fait, déjà, ça joue le fait que voilà, c'était la saison dernière, on manque encore un peu de recul, un peu de perspective sur le titre de Lille. Et en effet, peut-être un peu moins de côté sexy, un peu plus, comme tu disais, un peu plus clinique, même si pour moi, c'est la force défensive de Lille, elle se résumait pas à un bloc bas et on se projette vers l'avant, ça allait un peu plus loin que ça. Mais en effet, peut-être un peu moins savoureux par plein d'aspects aussi, parce que la saison était particulière, parce qu'il y avait personne dans les stades à ce moment-là. Enfin voilà, il y a plein d'éléments qui font que... On arrive donc au bout de cet épisode, donc grand plaisir évidemment de tous vous retrouver, puis de se retrouver nous autour de cette table. On vous donne rendez-vous dans 2 semaines donc, n'attendez pas un épisode jeudi prochain, sinon vous allez l'attendre longtemps. On se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode où on retournera sur un format plus classique autour de 3 joueurs. D'ici là, portez-vous bien. N'oubliez pas de parler de ce podcast autour de vous. C'est la seule manière d'avoir Karim Benzema ici un jour avec nous. Le champion des nations. Exactement. Et futur Ballon d'Or. On y reviendra dans un podcast aussi. D'ici là, portez-vous très bien. Et j'allais dire votez Benzema, mais c'est pas possible. Juste pensez à lui. Salut à tous. Ciao.